Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama. Aujourd'hui, on commence les vidéos sur les gardiens anciens avec Urs Arctic. Et pour cette extension, je vous avoue que j'ai pas des milliards de choses à dire, donc chaque vidéo sera probablement assez courte. L'archétype d'aujourd'hui a ceci dit pour lui qu'il utilise une mécanique d'invocation de ses synchros très particulière, mécanique que je détaillerai tout à l'heure. Pour l'heure, on va voir tous les monstres du main deck, puisqu'on est encore face à un archétype où tous les monstres se ressemblent énormément. Ils partagent notamment tous un effet rapide qui s'active en main, donc c'est très libre, et il peut être activé même durant la main phase adverse, pas uniquement durant votre main phase. Cet effet contient également une restriction, qui vous empêche d'invoquer des monstres qui n'ont pas de niveau, donc ici on parle d'Xyz et de liens. Si l'effet est annulé, cette restriction n'est pas appliquée, mais vu qu'ils l'ont tous, ça va être compliqué de jouer sans cette restriction tout en jouant le deck. Par contre, il est vrai que vous pouvez invoquer par Xyz, puis activer un effet de ce genre. Ça ne restreint pas ce qui se passe avant, uniquement ce qui va se faire après. Il y a cette même restriction avec leur magie glisseur, même si c'est pas rédigé de l'exacte même façon, mais il faut comprendre ça de la même manière. Ça fait partie de l'effet, donc si celui-ci est annulé pour une raison X ou Y, eh bien vous n'avez pas cette restriction. Un aspect qui, ceci dit, peut être très important mais pas intuitif, c'est avec les Urs Arctiques de type méga polaire. Ceux qui activent un effet s'ils sont invoqués spécialement, tant qu'on contrôle un autre Urs Arctique. J'avais déjà parlé d'un ruling de ce genre avec les lives jumelles, mais bon, justement avec elles déjà, la rédaction n'était pas exactement la même, hein. L'un dit tant que, l'autre est que. Et c'est surtout que j'ai pu faire pas mal de recherches entre temps, et j'ai découvert qu'en réalité, bien c'est très inconsistant en termes de ruling. Du coup, je peux pas vous affirmer avec certitude comment est-ce que ici ça va fonctionner. En fait, le problème, c'est que vu que ce sont tous des effets rapides pour s'invoquer, eh bien vous pouvez enchaîner plusieurs. La question par exemple, c'est si j'active Méga Polaire en Chaining 1 et Méga Thanos en Chaining 2, bah du coup je vais invoquer Méga Thanos puis invoquer Méga Polaire, et bien à la résolution, est-ce que je pourrais activer les effets des deux ou uniquement de Méga Polaire, qui est le seul à avoir été invoqué alors que j'en contrôlais un autre? On part bien sûr du principe que je n'en contrôlais aucun avant. Là est toute la question, et je n'ai malheureusement pas de réponse définitive. On a des cartes rédigées de manière similaire en TCG qui ont besoin de vérifier la condition additionnelle uniquement au moment où on va activer l'effet, et pas au moment où on a rempli nécessairement la condition de base, mais d'autres, eh bien c'est pas le cas. Et malheureusement, les textes OCG ne collent pas tous, donc on peut même pas établir des correspondances à ce niveau-là. Bref, c'est très bordélique, et j'ai pas pu vous trouver quelque chose. Malgré tout, vu le texte OCG des Urs Arctiques, j'ai quand même l'impression que l'intention, c'est vraiment de vérifier au moment de l'invocation. Donc, dans l'exemple de tout à l'heure, je n'aurais eu que l'effet de méga polaire. Mais bon, ça c'est plutôt ma compréhension personnelle et je peux pas appuyer ça avec des faits vérifiés. On n'a pas de ruling pour les monstres de cet archétype-là en OCG, pas pour le moment en tout cas. Donc il faudra demander à votre head judge comment est-ce qu'il veut considérer ces effets-là. Il n'y a pas vraiment d'autres choix possibles à l'heure actuelle. Bien, parlons maintenant de leur synchro. Car ils ont le premier monstre synchro de niveau 1 du jeu, et c'est en fait toute la mécanique d'invocation qui va se baser sur la soustraction et non pas l'addition. Vous allez prendre le monstre qui a le plus haut niveau, et lui soustraire le niveau du petit monstre, l'autre monstre donc. C'est effectivement détaillé dans leurs conditions d'invocation. Dans le cadre des cartes de cet archétype, pour Polari, on irait prendre un niveau 8 moins un niveau 7, ce qui nous donne 1. Mais bon, pour les deux autres, vous allez prendre par exemple un niveau 8 moins un niveau 1, ce qui devrait logiquement être Polari. Alors vous pouvez prendre d'autres niveaux, hein. L'important c'est la différence à la fin. 10 moins 9, ça fait 1 aussi par exemple. Mais j'attire votre attention sur le fait que Polari demande juste deux monstres qui ont une différence de 1, peu importe lequel est un synthoniseur, tandis que les deux autres c'est un peu plus spécifique. Ils demandent un synthoniseur 8 ou plus et un non-synthoniseur synchro. C'est pas traité comme une invocation synchro, mais de toute façon ils ne peuvent pas être invoqués par synchronisation, hein, c'est bien marqué dessus. Et on ne peut les invoquer que via leur propre méthode d'invocation. Ça veut dire qu'il est impossible de les réinvoquer depuis le cimetière par la suite, même si on les a bien invoqués une première fois avec ça. Et du coup, les monstres utilisés ne sont pas considérés comme des matériels synchro. Il reste maintenant un point à évoquer sur cette mécanique, c'est qu'on doit absolument envoyer les monstres au cimetière. Ça veut dire que sous Macrocosmos, on ne peut pas faire ces invocations-là. On ne peut pas non plus utiliser des jetons ou encore des monstres qui n'iraient pas au cimetière en quittant le terrain, par exemple en étant bannis à la place. Et on ne peut pas utiliser des monstres face verso, ça c'est assez habituel, ni des monstres qui n'ont pas de niveau, donc Xyz ou lien, ça c'est pas possible. Donc voilà, maintenant que cette liste est faite, on peut revenir aux effets.
Septentrion a un effet d'annulation qui est un effet continu, donc il est comparable à absorption de compétences, mais en plus limité. D'ailleurs je le précise, puisque Megatanus pourrait créer cette situation, si un monstre est invoqué depuis l'extra deck puis qu'il est passé face verso, alors il va oublier d'où il a été invoqué, et donc s'il est repassé face recto ensuite, eh bien il ne serait plus soumis aux restrictions de Septentrion. Attention à ne pas vous faire avoir là-dessus. Alors c'est tout ce que j'avais à dire sur les monstres, et oui, je vous avais dit, c'est relativement rapide. On passe aux magies pièges donc. Le départ a un effet au cimetière qui ne s'active pas. Vous ne le chaînez pas à un effet que vous activez, donc vous allez simplement, lorsque vous activez l'effet d'un monstre ursarctique, remplacer le coût de sacrifice en bannissant cette carte. Donc en fait, vous substituez le coût d'activation normal par ce bannissement. Mais ça ne marche que pour un seul effet, bien entendu. On enchaîne sur leur terrain grande casserole, qui a un peu le même principe, mais réalisé différemment. Ici aussi, vous pouvez remplacer le coup de sacrifice par un coup de bannissement pour l'effet d'un monstre ursarctique, une fois par tour. Mais cette carte fonctionne surtout pour ses compteurs, qui se placent automatiquement à chaque invocation spéciale, peu importe le joueur qui la réalise. On place un compteur par invocation spéciale, mais pas forcément par monstre. Ce que j'entends par là, c'est que si vous faites une invocation pendule de 2 monstres, eh bien vous avez invoqué certes 2 monstres, mais vous avez réalisé une invocation. C'est un seul bloc. Du coup, vous placez un seul compteur. Et comme toute carte qui utilise son propre effet pour placer ses compteurs sur elle-même et uniquement sur elle-même, eh bien si ces effets sont annulés, tous les compteurs disparaissent. En revanche, une question que je suis sûr vous vous posez, eh bien c'est par rapport au dernier effet. Peut-on l'activer sur l'invocation qui place le 7ème compteur? Eh bien oui, dès que l'invocation est validée, on reçoit le compteur, et on peut ensuite activer des effets en réponse à cette invocation, dont celui-ci, cet effet déclencheur. Ça peut cibler n'importe quel monstre adverse, et ça peut surtout s'activer durant tous les tours, justement parce que c'est un déclencheur. Donc oui, il y a pas mal de choses à faire avec. Et on termine enfin par la charge quintuplée. Un assez gros morceau celle-là aussi. On a 2 effets, et le premier a 2 options, tandis que le deuxième, c'est un effet vraiment à part, vous voyez bien qu'on revient à la ligne et qu'il n'y a pas surtout de bullet point. On va d'abord parler de la deuxième option du premier effet. Alors il n'y a aucun coût, le sacrifice fait partie de l'effet lui-même. Et vu que c'est ici un sacrifice, eh bien on peut esquiver tous les problèmes d'impossibilité d'invocation qu'on avait rencontrés sur les synchros tout à l'heure, par exemple sous Macrocosmos. Là c'est faisable puisque la mécanique de sacrifice le permet. Et pour terminer sur cet effet-là, si jamais au moment de la résolution vous ne pouvez plus légalement invoquer spécialement, eh bien sachez qu'il ne se passera rien. C'est bien marqué, et si vous le faites, donc vous pourriez croire qu'on sacrifie, et puis tant pis si on peut pas invoquer, puisque en temps normal c'est comme ça que ça fonctionnerait, mais ici il faut voir que les monstres qu'on va sacrifier, on les sélectionne vis-à-vis du synchro qu'on choisit d'invoquer. Donc si on ne peut pas invoquer à la base, au moment où on va résoudre cet effet, eh bien choisir un monstre n'a plus de sens, et donc on n'a plus de référent, on ne sait plus quoi sacrifier. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne sacrifie rien et on n'invoque rien. Donc effectivement, là on a affaire à une subtilité qui est assez intéressante. Mais bon, l'effet qui est de loin le plus intéressant, c'est évidemment le deuxième, activé lorsque votre monstre synchro ursarctique est détruit au combat par une attaque adverse. D'une part, vous pouvez surprendre entre guillemets votre adversaire, dans le sens où vous avez le droit d'activer initialement ce piège en même temps que vous activez cet effet-là, pour peu que vous l'activez au bon timing, donc à la fin de la damage step. Le piège n'a pas besoin d'être déjà face recto avant d'entrer en damage step, c'est ça que je veux dire. Quant à ce qu'il fait, eh bien ça ressemble beaucoup à force égale, dans le sens où ce n'est pas votre effet qui va agir sur les cartes de l'adversaire, mais c'est l'adversaire lui-même qui doit bouger ses cartes. Donc ça va esquiver tout ce qui est non affecté. Lorsque vous résolvez cet effet, en fait, votre adversaire, il va choisir cette carte dans sa main, terrain et ou cimetière, cumulées, il va les laisser là où elles sont, et il va devoir remélanger tout le reste. Ça peut aussi inclure des jetons ou des monstres d'extra deck, ça aussi il peut choisir de les remélanger. L'idée c'est que après la résolution, il ne lui restera que 7 cartes au total en combinant les 3 endroits. Je pense qu'expliquer l'effet ainsi c'est assez clair, même si il faut bien dire que le texte qu'on a, il est déjà plutôt très bien. Et voilà, dans quelques jours, on verra l'archétype Ogdoadic, puis enfin Solfacor, histoire de tout traiter relativement vite. Même si c'est pas l'extension de l'année, j'espère au moins que ça en aidera certains qui se feront ces decks. Posez vos questions en commentaire, likez, partagez, et moi je vous donne donc rendez-vous très rapidement pour le deuxième archétype. Salut les gens!